Imaginez un instant où un simple café, un regard furtif, un geste désintéressé deviennent le point de départ d'une révolution silencieuse. Dans le tourbillon d'un matin parisien, une rencontre improbable tisse un lien plus fort que le destin. Préparez-vous à plonger dans une histoire où la gentillesse d'un inconnu éclaire des vies, transforme des cœurs et redéfinit ce que signifie être vu. Laissez-vous captiver par ce récit vibrant et abonnez-vous à Histoire de justice qui touche l'âme pour découvrir chaque semaine des histoires qui réchauffent le cœur et réveillent l'espoir. Cliquez sur la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle pépite qui célèbre la magie des petits gestes. À Paris, dans le quartier vibrant de la Défense, où les tours de verre et d'acier percent un ciel gris perle, un café nommé le Grain d'Or pulse comme le cœur de la ville au petit matin. Niché dans une ruelle pavée bordée de platanes aux feuilles frémissant sous une brise légère, l'établissement exhale un parfum envoûtant de grains de café torréfiés, mêlés de notes sucrées de croissants dorés et de pain au chocolat tout juste sorti du four. À l'intérieur, les tables en bois patiné, marquées par des années de conversation, accueillent une mosaïque humaine. Des étudiants scribouillant dans des carnets à spirales, des cadres en costumes impeccables pianotant sur leurs ordinateurs portables, des touristes émerveillés par les reflets de la tour étoile dans les grandes vitrines. Les machines à expresso sifflent, crachant des nuages de vapeur, tandis que les baristas, en tablier noir taché de farine, crient des prénoms par-dessus le brouhaha des conversations et le tintement des tasses en porcelaine. Dans cette symphonie matinale, Clara Beaumont, 30 ans, PDG d'Étoile Corp, glisse dans la file, invisible au milieu de la foule pressée. Sa blouse blanche en lin, d'une élégance discrète, et sa jupe crayon grise épousent sa silhouette élancée. Mais rien ne trahit son rôle de femme puissante dirigeant un empire depuis le dernier étage de la tour. Elle n'est qu'une silhouette parmi d'autres, une cliente en quête d'un café pour affronter une journée de réunion cruciale. Clara s'approche du comptoir en bois ciré, où une vieille balance en cuivre trône comme une relique d'un autre temps. Elle jongle avec une tablette où s'affichent des graphiques complexes, un dossier épais calé sous son bras, et son téléphone, qui vibre sans relâche dans la poche de sa veste. Ses cheveux blonds, relevés en un chignon soigné, laissent échapper une mèche rebelle qui frôle sa joue. « Un grand latte avec un shot supplémentaire, s'il vous plaît », demande-t-elle. Sa voix claire mais teintée d'une distraction palpable, comme si son esprit courait déjà vers la salle de réunion, où l'attendent des investisseurs exigeants. « 5,85 €, répond la barista, une jeune femme aux cheveux bouclés auburn et au sourire mécanique, usée par le rush matinal. Clara sort sa carte bancaire d'un étui en cuir gravé de ses initiales, l'insère dans le lecteur avec une assurance routinière. Un clignotement rouge. Refusé. Elle fronce les sourcils, un pli discret creusant son front lisse. Elle réessaie, tapant le code avec plus de précision, ses ongles vernis de rouge cliquetant sur l'écran. Toujours refusé. Une vague de panique, légère mais aiguë, lui serre la poitrine, comme un étau invisible. Clara Beaumont, la femme qui négocie des contrats à 8 chiffres et pilote des projets internationaux, a oublié son portefeuille. Elle fouille son sac en cuir, un modèle élégant signé d'un grand couturier, cherchant frénétiquement dans les poches latérales. Puis au fond, sous un fouillis de stylos, de post-it froissés et d'un agenda relié. Rien. Pas un billet plié, pas une pièce égarée. Ses joues s'empourprent, une chaleur gênante montant à son visage, trahissant une vulnérabilité qu'elle dissimule d'ordinaire. « Je suis vraiment désolée, » murmure-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je crois que j'ai laissé mon portefeuille au bureau. Est-ce que vous pourriez attendre une minute? Je peux monter le chercher. C'est au dernier étage. » La barista, jetant un regard vers la file qui s'allonge derrière Clara, un mélange de costumes pressés, de sacs à dos d'étudiants et de touristes impatients, pince les lèvres, son hésitation palpable. Les clients suivants tapent du pied, leur montre semble tic-taquer plus fort, et des soupirs contenus flottent dans l'air. La tension s'installe, comme une note discordante dans la symphonie du café. C'est alors qu'une voix douce, mais ferme, perce le brouhaha, comme un rayon de soleil à travers les nuages. C'est juste un café. Ça arrive à tout le monde. Clara se retourne, surprise, son cœur battant un peu plus vite. Un homme s'avance, grand, dans la trentaine, vêtu d'un jean légèrement usé aux genoux
et d'un polo bleu marine qui contraste avec l'éclat des costumes 3 pièces autour de lui. Un badge de sécurité pend à sa ceinture, cliquetant doucement, révélant un prénom en lettres blanches. Léo. Ses cheveux bruns, coupés courts, encadrent un visage aux traits apaisés, et ses yeux, d'un marron chaud comme le café qu'il vient de commander, portent une lueur de bienveillance qui semble étrangère au tumulte ambiant. Sans attendre de réponse, il approche son téléphone du lecteur, un geste fluide, presque anodin, comme s'il payait pour un ami. Un bip discret résonne, et le paiement passe. La barista se détend, murmure un merci rapide, avant de passer à la commande suivante, son sourire retrouvant une touche de chaleur. Léo se tourne vite. « Attendez, vous n'êtes pas obligé de faire ça, » bredouille-t-elle, la gêne toujours présente dans sa voix, mêlée d'une gratitude qu'elle peine à exprimer. Il hausse les épaules, désinvolte, un éclat amusé dans les yeux, comme s'il trouvait la situation presque comique. « Si j'étais à votre place, vous feriez pareil, non ?» Sa voix est simple, sans trace de condescendance, juste une sincérité brute qui désarme Clara, habituée aux jeux de pouvoir et aux intentions calculées. « Merci, » souffle-t-elle. « Je vous rembourserai, promis. Je travaille juste là-haut. » Léo secoue la tête, son sourire s'élargissant légèrement, révélant une fossette discrète sur sa joue gauche. « Pas la peine. Vraiment, » dit-il, son ton si naturel qu'il semble presque absurde de le contredire. En ajustant son sac, Clara, distraite par l'embarras et le poids de sa journée, renverse quelques gouttes de café sur sa blouse blanche. Une tache brune s'étale, comme une goutte d'encre sur une toile immaculée, et elle grimace, agacée par cette maladresse qui s'ajoute à son humiliation. Sans un mot, Léo sort un mouchoir en tissu propre de sa poche arrière, plié avec soin, comme s'il le gardait toujours à portée de main pour de telles occasions. Avec une délicatesse innate à Sion, il tamponne la tache près de son col, son geste précis, respectueux, comme s'il connaissait instinctivement les limites invisibles à ne pas franchir. Ses doigts, effleurant à peine le tissu, restent à distance respectable, et pourtant, ce simple acte semble chargé d'une intention pure. « Voilà, presque effacé, » dit-il, sa voix basse et apaisante, comme un murmure dans le chaos du café. Clara le fixe, troublée par cette attention, par ce naturel désarmant qui contraste avec l'agitation autour d'eux. « Attendez, comment vous appelez-vous » demande-t-elle, sa voix plus douce, presque hésitante, alors qu'il s'éloigne déjà vers la sortie, son badge de sécurité cliquetant doucement contre sa ceinture. Il se retourne à moitié, un sourire discret aux lèvres, ses yeux rencontrant les siens pour une fraction de seconde. « Léo » répond-il simplement, avant de disparaître dans la foule, avalé par les portes vitrées menant aux ascenseurs de la Tour Étoile. Clara reste immobile, le gobelet chaud dans une main, le mouchoir encore dans l'autre, son tissu doux portant une légère odeur de savon à la lavande. Autour d'elle, le grain d'or reprend son rythme frénétique, les commandes fusent, la vapeur siffle, les conversations s'entremêlent dans un brouhaha familier. Mais quelque chose en elle a bougé, comme une fissure dans une armure qu'elle porte depuis des années. Cet homme, Léo, n'a rien demandé, rien attendu. Il ne sait rien d'elle, ni son titre. Clara prend une gorgée de son latte, encore tiède, parfaitement dosée, l'amertume du café équilibrée par la douceur du lait. Elle traverse la ruelle pavée, ses talons claquant sur les pierres humides, et monte dans l'ascenseur de la Tour Étoile, son esprit vagabondant vers cet inconnu qui, en un instant, a marqué sa matinée d'une empreinte indélébile. Dans une salle de réunion au 26e étage, baignée par la lumière pâle d'un ciel parisien voilé, Clara préside, assise au bout d'une longue table en acajou poli, lustrée jusqu'à refléter les silhouettes des participants. Les murs vitrés offrent une vue panoramique sur la ville, où l'Arc de Triomphe se dresse au loin comme un gardien silencieux, et la Seine scintille sous un éclat timide du soleil. Les manches de sa blouse retroussées, révélant un bracelet en argent fin, Clara parcourt une pile de CV, déterminée à choisir elle-même l'équipe de son nouveau projet technologique, une initiative audacieuse qui doit propulser Étoile Corp dans 3 métropoles européennes, Berlin, Lisbonne et Amsterdam. Elle veut des gens avec du cœur, du cran
Des âmes qui osent plutôt que des profils lisses sortis d'écoles prestigieuses comme des machines bien huilées. Les CV défilent sous ses yeux, tous impeccables, remplis de mots-clés. Leadership, innovation, agilité, qui sonnent creux à force de répétition, comme une chanson entendue trop souvent. Elle soupire, agacée par cette uniformité qui manque d'âme, ses doigts tambourinant sur la table, un tic nerveux qu'elle dissimule rarement. Puis un nom la fige, Léo Martin. Ce nom, elle l'a vu, pas dans la pile des sélectionnés, mais dans celle des refusés, marqué d'une note rouge au feutre, griffonné par un recruteur pressé. Trou d'emploi, explication vague, à rejeter. Clara fronce les sourcils, son instinct en alerte, comme un chasseur flairant une piste inattendue. Elle fouille dans les dossiers écartés, trouve celui de Léo, un simple feuillet parmi des dizaines. Ancien ingénieur senior chez Lumière Tech, une entreprise de pointe dans le secteur technologique, réputé pour ses projets d'intelligence artificielle et ses contrats avec des géants européens. 8 ans d'expérience, des promotions méritées, des projets complexes menés avec brio, des systèmes de données sécurisés pour des hôpitaux, des algorithmes optimisés pour des réseaux logistiques. Plus un arrêt brutal. 3 ans de vide, juste une mention laconique de congé personnel, sans détails, sans excuses. Clara s'adosse à sa chaise, tapotant un stylo Montblanc contre sa cuisse, pensive. Léo, l'homme du café, avec son calme et sa gentillesse désintéressée, ne ressemble pas à quelqu'un qui abandonne. Il semble porter une force silencieuse, comme s'il avait choisi de ralentir pour mieux se reconstruire, comme un arbre qui, après une tempête, repousse avec plus de vigueur. Elle ouvre son ordinateur, ses doigts dansant sur le clavier, alors qu'elle creuse plus loin, ses lunettes à monture fine glissant légèrement sur son nez. Une archive locale, datée de 4 ans, surgit sur son écran, tirée d'un journal de la banlieue parisienne. Ingénieur perd sa famille dans un accident tragique sur l'autoroute A13, quitte son poste peu après. Une photo accompagne l'article. Léo, plus jeune, les traits tirés, tenant une rose blanche devant un mémorial bordé de bougies vacillantes. Le regard perdu dans un horizon invisible, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Clara retient son souffle. Elle, qui garde toujours le contrôle, sent une émotion rare l'envahir, une boule dans la gorge qu'elle ravale avec effort. Ce vide dans son CV n'est pas une faiblesse, c'est une cicatrice, une preuve de résilience face à une douleur inimaginable. Elle prend son stylo, barre la note rouge d'un trait décidé, comme pour effacer un jugement hâtif, et écrit en lettres noires. Entretien direct avec la PDG. À son assistante, Sophie, qui entre avec un café fumant dans une tasse en céramique blanche, elle lance d'un ton ferme. Trouve-moi tout sur Léo Martin, dossier RH, archives, tout ce que tu peux, et organise un tête-à-tête, juste lui et moi dans mon bureau, demain après-midi. Sophie, surprise, bafouille, ses lunettes rondes glissant sur son nez. Mais il est dans les refusés, Clara. Clara, sans lever les yeux de son écran, répond d'un ton sans appel. Plus maintenant. 2 heures plus tard, dans son bureau aux baies vitrées dominant Paris, Clara contemple la ville où le soleil perce timidement les nuages, faisant scintiller la Seine comme un ruban d'argent. Les toits en zinc des immeubles haussmanniens brillent au loin, et un vol de pigeons traverse le ciel. Elle repense aux mots de Léo. Si j'étais à votre place, vous feriez pareil. L'a-t-elle déjà fait? A-t-elle déjà remarqué quelqu'un comme lui, quelqu'un qui ne coche pas toutes les cases d'un algorithme de recrutement? A-t-elle déjà pris le temps de voir au-delà des lignes d'un CV, au-delà des apparences? Dans son agenda en cuir noir, elle entoure une date au stylo noir. Entretien Léo Martin, voir l'homme, pas le papier. Elle ajoute une note à l'encre rouge. Priorité. Le jour de l'entretien, Léo entre dans le bureau, un peu gauche dans cet espace moderne et épuré, où chaque détail, du tapis persan aux sculptures minimalistes en acier, respire le pouvoir et la précision. Son uniforme de sécurité, propre mais modeste, contraste avec les meubles design et les œuvres d'art accrochées au mur, dont une toile abstraite aux éclats bleus et dorés. Clara l'invite à s'asseoir sur une chaise en cuir noir, un sourire discret aux lèvres, son regard scrutant le sien, cherchant à décrypter l'homme derrière le badge. Vous devez vous demander pourquoi vous êtes ici? Léo esquisse un sourire, une lueur d'humour dans ses... À part l'incident du café. Haftunchel rit doucement, un son rare dans cet espace, habituellement sérieux, où les rires sont souvent calculés. Entre autres, répond-elle,
croisant les bras sur son bureau, un geste qui révèle une montre en or rose à son poignet. Elle ouvre son dossier, lit à voix haute. Sa voix claire mais teintée de curiosité. Léo Martin, ingénieur senior, 8 ans chez Lumière Tech. Des distinctions, des projets d'envergure, des systèmes sécurisés pour des hôpitaux, des algorithmes pour des réseaux logistiques. Puis 3 ans d'absence. Maintenant gardien de sécurité à temps partiel dans cette tour. Pourquoi ne pas avoir tout expliqué dans votre candidature? Pourquoi ce silence? Léo reste impassible, ses mains posées calmement sur ses genoux, son regard stable. Les gens s'arrêtent au vide dans le CV, répond-il, sa voix basse mais assurée. Ils voient un trou, pas une histoire. Ils ne lisent pas plus loin. Clara penche la tête, intriguée, ses doigts jouant avec son stylo. Et s'ils avaient continué? Demande-t-elle, ses yeux cherchant les siens. Il hausse les épaules, un geste simple mais chargé de sens, comme s'il portait encore le poids de ses années. Ils auraient vu un homme qui veut repartir de zéro à sa manière, pas par pitié, par envie de trouver un sens, un but. Clara l'observe longuement, ses yeux bleus scrutant chaque détail, la façon dont il redresse légèrement les épaules, la fermeté discrète de sa mâchoire, la lueur de détermination dans son regard. Cette sérénité, cette dignité taillée dans le silence, ce n'est pas de l'arrogance ni de la résignation. C'est une force brute, forgée dans l'épreuve, polie par le temps. Elle pousse une enveloppe épaisse vers lui, son regard ne quittant pas le sien, comme pour sceller un pacte invisible. Ce n'est pas pour le café, ni par obligation, dit-elle, sa voix ferme mais empreinte de chaleur. J'ai lu votre dossier, mais surtout, j'ai vu ce que les autres ont manqué. Léo ouvre l'enveloppe, découvre une offre, consultant principal pour le projet numérique d'Étoile Corp. Un rôle stratégique au cœur d'une initiative qui vise à redéfinir l'infrastructure technologique de l'entreprise. Ses yeux s'écarquillent. Une lueur fragile y passe. Comme s'il était enfin vu après des années dans l'ombre. Comme si quelqu'un avait enfin tendu une main à travers le brouillard. J'accepte, dit-il. Sa voix ferme mais teintée d'une émotion qu'il ne cherche pas à cacher, mais à une condition. Clara lève un sourcil amusé, un sourire jouant sur ses lèvres. Laquelle? Il sourit, un éclat chaleureux dans les yeux, révélant à nouveau cette fossette discrète. Le prochain café, c'est pour moi. Elle éclate de rire. Un son franc qui emplit la pièce, brisant la solennité du moment. Marché conclu, répond-elle, scellant le raccord d'un regard. Quelques mois plus tard, Léo arpente le 22e étage de la tour Étoile, son badge indiquant consultant stratégique. Les couloirs, baignés de lumière douce et parfumés de notes de cèdre et de citron, contrastent avec le hall bruyant du rez-de-chaussée où il tenait la porte comme gardien, saluant les employés avec un sourire discret. Les murs sont ornés d'écrans plats affichant des données en temps réel, graphiques de performance, flux logistiques, projections financières, et l'atmosphère est feutrée, presque solennelle, comme un sanctuaire du pouvoir. Pourtant, les murmures suivent ses pas, portés par des voix à peine étouffées. C'est lui, l'ancien gardien? La PDG l'a choisi elle-même. Il a dû faire un sacré café pour passer de l'entrée au 22e étage. Léo ignore les ragots, son regard fixé sur son écran, où des lignes de code et des schémas complexes défilent. Il passe des heures à analyser les systèmes, repérant des failles que personne n'a vues, des redondances dans les serveurs, des inefficacités dans les flux de données, proposant des solutions audacieuses avec une précision chirurgicale, comme un artisan taillant un diamant brut. Lors d'une réunion bondée dans une salle aux murs vitrés, face à des stratèges en costume sur mesure, des chefs de projet aux montres rutilantes et des informaticiens aux lunettes épaisses, Léo se tient devant un écran géant, une télécommande à la main. Il présente un plan pour éliminer des redondances dans les canaux de synchronisation des données, économisant 420 000 € par an, un chiffre qu'il projette en rouge vif sur un graphique épuré. Sa voix, claire et posée, tranche dans le silence initial de la salle. Avec une stratégie de consolidation et une mise en cache intelligente, explique-t-il, pointant des lignes précises sur le schéma, nous pourrions réduire ces coûts de 85% en 6 mois. La salle, d'abord muette, s'anime de questions techniques, pressantes, parfois sceptiques. Léo répond avec clarté, une assurance tranquille, comme un homme qui a porté bien plus que des badges, comme quelqu'un qui a dirigé des équipes et relevé des défis bien avant cet instant. Clara, assise au fond,
observe en silence, ses doigts croisés sous la table, un sourire discret aux lèvres. Quand la réunion s'achève, elle se lève, son regard balayant la salle. « J'ai lu son dossier », déclare-t-elle, sa voix résonnant avec autorité. « J'ai vu au-delà des lignes. Aujourd'hui, il a capté cette salle. » Les applaudissements éclatent, sincères, et Léo range ses notes dans une pochette en cuir usé. Discret, mais une lueur nouvelle brille en lui. Il n'est plus un étranger ici. Il construit quelque chose, brique par brique. Un soir, alors que Clara croule sous une pile de rapports financiers, les tempes battantes après une journée brutale, 3 réunions marathon, un appel tendu avec des investisseurs allemands, une crise logistique à Lisbonne, elle trouve une tasse de camomille fumante sur son bureau, posée sur un sous-tasse en céramique blanche. À côté, un mot dans l'écriture nette et soignée de Léo. « Tu sembles fatigué. Le monde peut attendre. » Son cœur se serre, une chaleur inattendue montant à ses joues. Personne ne lui parle ainsi. Personne ne voit ses failles derrière la façade de la PDG, cette armure qu'elle porte comme une seconde peau. Le lendemain, une crise éclate. Une fuite interne d'un mémo confidentiel déclenche un scandale, les médias parisiens s'enflamment, et une réunion d'urgence tourne à l'interrogatoire. Les questions fusent, accusatrices, voilées de politesse, mais acérées comme des lames. Comment cela a-t-il pu arriver sous votre direction? Avons-nous des failles dans nos contrôles? Clara, au bout de la table, tient bon, sa posture droite, son tailleur bleu marine impeccable, mais ses doigts blanchissent autour de son stylo Montblanc, trahissant une tension qu'elle refuse d'afficher. Alors Léo prend la parole, sa voix calme mais tranchante, comme une ancre dans la tempête. Si vous voulez pointer du doigt, soyez juste, commence-t-il, son regard balayant la salle. Clara n'est pas la fuite, ni le problème. Elle travaille plus que nous tous, jusqu'à minuit, pour réparer ce que nous avons manqué. Ma propre équipe a négligé un protocole de communication obsolète, et j'en assume la responsabilité. Mais si vous voulez des solutions, arrêtez de blâmer et commencez à construire. La salle se tait, l'atmosphère s'adoucit, comme apaisée par sa franchise. Clara le regarde, surprise, un éclat de gratitude dans ses yeux bleus. « Merci, Léo », murmure-t-elle, sa voix plus douce que d'ordinaire. La réunion reprend, plus constructive, plus humaine, comme si un poids invisible s'était levé. Plus tard, dans le couloir désert, baignée par la lumière orangée du soleil couchant, elle s'arrête près de lui, son ombre se mêlant à la sienne sur le sol en marbre. « Pourquoi m'as-tu défendu ?» demande-t-elle, sa voix plus douce, presque vulnérable, un ton qu'elle réserve rarement à quiconque. Il répond simplement, ses yeux fixés sur l'horizon parisien, « Parce que tu étais seul. Je connais ce sentiment. » Elle croise les bras, comme pour se protéger, mais ses épaules s'adoucissent. « Tu penses vraiment que montrer sa présence suffit ?» Il hoche la tête, son regard stable, ancré. « C'est là que tout commence, Clara. » Lors du gala des 10 ans d'Étoile Cope, organisé dans un hôtel particulier près des Champs-Élysées, la salle de bal scintille sous des lustres de cristal qui projettent des éclats de lumière sur les murs ornés de fresques dorées. Les invités, en smoking et robe de soirée, lèvent leur coupe de champagne, leur rire se mêlant à la mélodie douce d'un quatuor à cordes installé près d'une estrade drapée de velours. Clara, dans une robe bleu nuit au décolleté discret, rayonne, ses cheveux blonds cascadant en vagues soyeuses, mais elle porte le poids de l'organisation. Chaque détail, du placement des tables au discours, est passé par son regard exigeant. Léo, en smoking sobre, sans fioritures ni boutons de manchette ostentatoire, veille dans l'ombre, ajustant les lumières de la scène pour qu'elle caresse doucement les visages, vérifiant les micros avec une précision d'horloger, coordonnant les serveurs avec une discrétion naturelle. Il remarque Clara frissonner près d'une fenêtre ouverte, un courant d'air frais s'infiltrant dans la salle depuis la terrasse donnant sur les jardins illuminés. Sans un mot, il pose un châle en cachemire bleu marine sur ses épaules, ses doigts effleurant les siens, un contact fugace mais chargé de chaleur, comme une promesse silencieuse. Sous les feux d'artifice qui embrasent le ciel parisien, ils se tiennent côte à côte sur la terrasse, main dans la main, les éclats rouges, bleus et dorés se reflétant dans leurs yeux, comme des étoiles tombées sur terre. « Pourquoi vois-tu toujours les détails ?» murmure Clara, sa voix teintée d'émerveillement, presque fragile sous le fracas des explosions lumineuses. Léo répond doucement, son regard fixé sur elle plutôt que sur le ciel. « Parce que je sais ce que c'est d'être invisible. » Elle serre sa main plus fort, un sourire fragile aux lèvres,
ses yeux brillant d'une émotion qu'elle ne nomme pas encore. Merci, souffle-t-elle. Il sourit, un éclat tendre dans les yeux, toujours. Une nuit, dans la voiture de Léo, alors que Paris défile sous les néons des boulevards, les reflets des réverbères dansant sur les pavés humides, Clara s'endort, épuisée par une semaine de réunions interminables, de crises imprévues et de nuits blanches. À un feu rouge, près du pont Alexandre III, Léo remarque une mèche de ses cheveux blonds coincée au coin de ses lèvres, scintillant sous la lumière d'un lampadaire. Il hésite, son souffle suspendu, puis, avec une infinie douceur, repousse la mèche, son geste suspendu dans l'air comme une caresse retenue. Clara ouvre les yeux, ses paupières lourdes, et leurs regards se croisent, un instant suspendu dans le silence, ponctué seulement par le ronronnement du moteur et une mélodie douce jouant à la radio. « Désolé, ta mèche », murmure-t-il, retirant sa main rapidement, comme s'il craignait d'avoir franchi une ligne. Elle rougit, son souffle court. « C'est rien, dit-elle, mais sa voix tremble légèrement, trahissant une émotion plus profonde. Une étincelle naît, profonde, silencieuse, comme une promesse non dite qui s'installe entre eux. En la raccompagnant à son appartement, dans une rue bordée de platanes aux feuilles frémissant sous la brise, il la regarde monter les marches, son manteau gris battant doucement contre ses jambes. Elle se retourne une fois, leurs yeux se rencontrant à nouveau, et il lui offre un sourire discret, ses mains enfoncées dans les poches de son manteau. Clara, contre sa porte, pose une main sur son cœur, sentant son pouce accélérer. Ce n'est pas juste de la gratitude, c'est le début de quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'aucun séminaire de leadership, aucun conseil d'administration ne pourrait enseigner. Lors d'une conférence dans un auditorium parisien, sous les lumières tamisées d'un plafonnier en cristal, Clara présente son projet, La Seconde Chance, inspiré par Léo. Le logo d'Étoile Corp brille sur un écran géant derrière elle, et sa voix, forte mais émue, résonne dans la salle comble. Les CV qu'on écarte cachent parfois les plus belles histoires, déclare-t-elle, ses yeux balayant la foule, des journalistes aux investisseurs. Ce projet n'est pas de la charité, c'est reconnaître la valeur là où d'autres voient des failles. Les applaudissements éclatent, les flashs des appareils photo crépitent, mais Clara cherche un regard au fond de la salle. Léo, près de la sortie, discret comme toujours, approuve d'un hochement de tête, un sourire subtil aux lèvres. Plus tard, dans le hall vitré où les reflets des lustres dansent sur le sol en marbre, elle lui prend la main, ses doigts froids trouvant la chaleur des siens. « Je t'aime », murmure-t-elle. « Pas pour le café, mais parce que tu es bon quand personne ne regarde. » Il serre ses doigts, son silence plus éloquent que des mots, ses yeux disant tout ce que les paroles ne peuvent capturer. De retour au Grain d'Or, où tout a commencé, les mêmes arômes de café et de pâtisserie emplissent l'air, et les mêmes pavés humides scintillent dehors sous une pluie fine. Clara, assise à une table près de la vitrine, plaisante en tenant sa carte bancaire, un sourire malicieux aux lèvres. Et si elle est refusée? Léo rit, un son grave et chaleureux qui semble réchauffer la pièce. « Je paierai encore », dit-il, ses yeux pétillants d'une complicité nouvelle. Elle pose sa main sur la sienne, ses doigts s'entrelacent avec les siens, ses yeux bleus plongés dans les siens. « Ce n'était jamais juste un café », murmure-t-elle, sa voix douce comme un secret partagé. Il hoche la tête, son pouce caressant doucement sa main, un geste aussi naturel que le battement de son cœur. C'était voir quelqu'un, et choisir de rester, répond-il, sa voix basse mais ferme. Dehors, Paris scintille sous les gouttes de pluie, les réverbères projetant des reflets dorés sur les pavés. Dedans, leur histoire, née d'un geste simple, une tasse de café, un mouchoir, un regard, s'écrit en silence, porté par le courage, la tendresse et une promesse tacite de ne jamais cesser de se voir. Si l'histoire de Clara et Léo a fait vibrer votre cœur, abonnez-vous à Histoire de justice qui touche l'âme. Chaque semaine, découvrez des récits simples, mais puissants qui célèbrent les petits gestes, les secondes chances et les liens qui changent tout. Cliquez sur la cloche et partagez la magie d'une gentillesse qui transforme des vies.